l'information, la découverte, mais c'est surtout vous apporter le punch et l'énergie nécessaire pour affronter la semaine et surtout relever les défis de cette semaine. Et ça se fait avec l'équipe de semaine pilotée cette semaine par Mariette Kokwaga à la réalisation et Joseph Kaboré au son, ainsi que tous les techniciens. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Bonjour le Faso. Alors bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine, nous nous intéressons à l'histoire de Thomas Sankara à travers la découverte du mémorial Thomas Sankara. Alors, ça sera l'occasion pour nous justement de parler de ça dans la rubrique à la découverte de plus tard. On recevra une pionnière qui a collaboré d'ailleurs avec Feu Thomas Sankara. Elle est révolutionnaire depuis les années lycée, université et a d'ailleurs été au commissaire sous la Révolution. Elle a été conseillère culturelle à l'ambassade de France, donc à l'ambassade du Burkina en France, à Paris. Et elle porte la révolution dans le cœur, tout simplement. Germaine Pitrapa est notre invitée du jour. Elle sera là pour nous parler du 4 août, mais certainement aussi donner son avis sur le 5 août, puisque aujourd'hui marque l'indépendance du pays des hommes intègres. Alors, nous allons plus tard aussi parler de formation et ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Vous n'avez pas de raison de zapper. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h00 sur Savane TV. Tapez tout simplement le bouquet Canal Plus, c'est le numéro 265 et le numéro 6. Et vous nous suivez également sur la TNT et sur la page Facebook de Savane TV. Tapez Savane TV pour nous suivre en direct. Merci de nous renouveler votre fidélité. Direction le mémorial Thomas Sankara pour la rubrique à la découverte. Cette semaine, rendant hommage au père de la Révolution, bien sûr, Thomas Sankara himself. Donc, nous partons à la découverte de cet homme qui a marqué l'histoire du pays, des hommes intègres, mais également du continent africain, qui n'est plus, parce que malheureusement, il a été assassiné le 15 octobre 1987. Mais aujourd'hui, nous parlons de la Révolution, nous parlons aussi de l'homme, en partant à la découverte du mémorial Thomas Sankara. Notons pour commencer que le mémorial Thomas Sankara est situé au Conseil de l'Entente, où il a été d'ailleurs assassiné le 15 octobre 1987. La statue de Thomas Sankara, qui a été dévoilée le 2 mars 2019 en présence de l'ancien président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et de l'ancien président ghanéen Feu John Jerry Rawlings, et qui était d'ailleurs un ami de Thomas Sankara, avait dès le début été beaucoup critiqué par des Burkinabés. Cette statue critiquée lors de son premier dévoilement le 2 mars 2019 a ensuite été démontée puis refaite pendant un an avant la deuxième inauguration. Là, c'était le 17 mai 2020. La statue du mémorial Thomas Sankara trône au Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente a été le quartier général de la Révolution et surtout du Conseil national de la Révolution CNR. Le Conseil de l'Entente est présenté comme un ancien lieu de torture et d'emprisonnement d'opposants politiques qui ne partageaient pas les opinions du pouvoir révolutionnaire de Thomas Sankara à l'époque et du Front populaire de Blaise Compaoré par la suite. Selon les sankaristes, bâtir le mémorial à Thomas Sankara dans cet espace, c'est donner de l'espoir à la jeunesse en rendant hommage au père de la Révolution. Et c'est la statue de Thomas Sankara qui fait la particularité justement du mémorial à Thomas Sankara. Notons que cette statue de Tom Sank est d'une hauteur de 5 mètres. Elle est montée sur un socle en béton de 3 mètres du haut en forme pyramidale. Elle a 4 faces comportant chacune 3 des 12 bustes symbolisant les 12 camarades tués le 15 octobre 1987 avec lui. La hauteur finale de la statue est de 8 mètres pour un poids total estimé à 13 tonnes. Les travaux de ce mémorial ont coûté environ 150 millions de francs CFA sur financement de l'État. Cette statue a été réalisée par l'artiste sculpteur Jean-Luc Bambara. Le projet du mémorial Thomas Sankara s'est matérialisé en 2016 après la chute de Blaise Compaoré, mais son idée date de 2007.
date du symposium international marquant le 20e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 camarades. Quand on parle du mémorial Thomas Sankara, sachez que ce n'est pas la statue de l'homme seulement. Le mémorial doit regrouper aussi, entre autres, un musée, un amphithéâtre, des salles de réunion et de conférences, un terrain de sport, un bosquet et d'autres infrastructures. Même si pour le moment, toutes ces infrastructures du mémorial ne sont pas réalisées, il reste un des sites touristiques les plus visités de Ouagadougou et du Burkina. La visite du mémorial est ouverte au public et les Burkinabés du moins, peuvent y aller pour visiter. Aujourd'hui, donc, il faut rappeler que les restes de Thomas Sankara reposent dans ce mémorial où sa tombe a été établie. Rappelons également que le Conseil des ministres aussi a décidé d'élever Thomas Sankara au rang de héros national, ce qui a été salué, donc je me rappelle, il y a quelques mois par les Burkinabés. Et la cérémonie d'hommage pour rendre hommage à ce monsieur a eu lieu le 15 octobre. En attendant donc le grand hommage que la transition aussi burkinabé et le peuple burkinabé prévoit pour le père de la révolution, nous vous invitons à visiter le mémorial Thomas Sankara, puisque c'est ce mémorial-là que nous découvrons cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. Et vous voyez déjà à travers les images, donc à partir de demain, on va vous proposer notamment les témoignages de ceux-là qui aujourd'hui ont porté le projet et se chargent donc de piloter et d'entretenir cet espace-là, le mémorial Thomas Sankara. Voilà. Merci beaucoup de votre attention concernant la rubrique à la découverte 2. On vous invite d'ailleurs au mémorial, puisque ce sont les vacances. Profitez, amenez vos enfants pour visiter le mémorial Thomas Sankara, ainsi que les autres sites du Burkina, parce que sachez que le ministère de la Culture a lancé le mois du tourisme interne. Donc, on vous invite à découvrir ces sites touristiques du Burkina Faso. En tout cas, nous, chaque semaine, on vous présente un site touristique, un espace culturel, un espace historique du Burkina Faso. Mais n'hésitez pas. À Ouagadougou, il y en a plein. Vous avez le musée de la musique, vous avez le musée national. Au sein du musée national, vous avez l'habitat du Faso. Vous avez pas loin donc le site de Lango. Vous avez Zignari. Vous avez tellement de sites à découvrir, que ce soit à Ouaga, que ce soit donc dans les environnants. Allez-y, parce que c'est le mois du tourisme interne. Prenez le tourisme interne. Merci de votre attention. On marque une petite pause, juste le temps d'installer Elage pour la revue de presse. Celui qui est là pour commenter l'actualité pour nous, c'est Elage Amadé Soro. Bonjour. Bonjour Abdeta. Bienvenue. Ça fait des jours. Oui, c'est ça. Bonjour, alors, pas de journaux aujourd'hui, c'est férié, mais l'information est toujours au rendez-vous sur Saba Média. Et donc, on s'intéresse à la Banque des dépôts du Trésor. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création d'une telle banque selon vous? Oui, Abdeta, il faut donc dire que depuis un certain temps, le Burkina Faso évolue avec une nouvelle dynamique. Donc, celle de renforcer la souveraineté nationale. Et qui parle donc de souveraineté n'est pas évoquer la question économique et financière. Nous savons très bien que pour déstabiliser un pays, on peut passer par les armes, comme on peut également passer par les finances, par l'économie. Nous avons vu que ailleurs, lorsque un pays n'est pas en bon terme avec les grandes puissances, ils ont recours à ce qu'on appelle les sanctions. Nous savons très bien que c'est à travers les mécanismes de financement internationaux que souvent les pays sont sanctionnés. Pour un pays qui s'inscrit dans une dynamique de souveraineté, doit, avec effectivement cette banque des dépôts du Trésor, il y a non seulement les activités conventionnelles d'une banque, à savoir les dépôts, les retraits, les transferts internationaux, les crédits, les DAT, dépôts à terme, etc., mais aussi le renforcement de la souveraineté économique et financière. Vous savez très bien que dans le cas de la BCEAO, selon certains analystes, il ne s'agit pas d'une véritable banque en tant que telle, voilà, parce qu'elle est sous tutelle donc de la Banque de France, notamment du Trésor français, et ce qui fait qu'on est bloqué dans certaines opérations à l'international. Il y a même certaines personnes, certains spécialistes qui disent même que si nous recevons par exemple des fonds en devises, c'est-à-dire en d'autres monnaies,
comme l'euro, les dollars, les yens, etc. Alors, pour que ça arrive, ça atterrisse dans nos, dans nos livrets, comme on dit, dans nos banques là, il faut que ça passe par la Banque de France, par exemple, le Trésor français, qui va convertir ça en CFA pour nous. Mais avec cette banque de dépôt du Trésor, nous pouvons recevoir des devises directement, sans passer par aucun intermédiaire, d'après certains spécialistes. Donc c'est déjà très, très significatif en termes donc, de souveraineté, en termes d'affirmation de soi. Et également, avec cette banque de dépôt-là, c'est en réalité une mesure qui va également raccourcir les délais en ce qui concerne le financement des projets et même les salaires, n'est-ce pas, des agents. Je ne serais pas étonné que d'ici là, vous savez que moi je ne suis pas un fonctionnaire, qu'on demande à ce que, voilà, ceux qui ont leur compte dans les banques commerciales pensent également à ouvrir, n'est-ce pas, des comptes au niveau du Trésor, comme c'est une banque. Et là, non seulement ça va, vous savez qu'il y a des fonctionnaires qui n'arrivent pas à percevoir les salaires dans leur localité, puisque c'est très éloigné des centres urbains. Et avec, n'est-ce pas, cette banque-là, il y aura toutes les directions régionales, les directions provinciales seront considérées comme des guichets pour la banque de dépôt et du Trésor. Donc ça va effectivement améliorer, n'est-ce pas, la gouvernance économique et financière. Ça va permettre également à ce qu'il y ait un financement adapté aux besoins. Et en un mot, optimiser ce que nous appelons les ressources financières. Et cela va vraiment être considéré comme un pas supplémentaire dans notre quête de souveraineté. Parce que si on est économiquement dépendant d'une autre puissance, alors il faut donc dire que nous avons des soucis à nous faire en termes, n'est-ce pas, de souveraineté. Donc cette banque, comme je l'ai dit, c'est un souci d'autonomie financière, un souci donc d'affirmation de soi, un souci donc de également, ça c'est mon commentaire personnel, peut-être une étape intermédiaire vers la création d'une monnaie, donc de l'AES. Parce qu'actuellement, il ne faut pas se voiler la face, hein, nous ne pouvons pas être souverains si nous mettons de côté chaque fois cette question, n'est-ce pas, de la monnaie, de l'AES. Donc cette banque des dépôts du Trésor qui est ouverte, hein, n'est-ce pas, aux institutions publiques, aux sociétés d'État, aux projets, aux programmes, etc. Parce que le plus souvent aussi, il y a des projets, même de l'État, hein, au lieu de domicilier leurs comptes dans le Trésor, ils mettent ça dans les comptes commerciaux, tout en sachant qu'au niveau des comptes commerciaux, l'État n'a pas une mémise au niveau, n'est-ce pas, de ces comptes. Et il se trouve que quelquefois, l'État a des soucis de liquidité. Donc, il va le contraindre à lancer des emprunts avec des taux exorbitants, alors qu'il y a des disponibilités donc, au niveau des banques commerciales. Ça va, n'est-ce pas, permettre aux opérateurs économiques et même aux banques même de faire des DAT, des dépôts à terme au niveau de cette banque des trésors, et ça va booster naturellement l'économie nationale et ça va aider les particuliers, les entreprises effectivement à pouvoir se tirer donc d'affaires. Sans oublier que d'après les informations que nous avons, et que le taux non de crédit, le taux d'intérêt qui est appliqué, c'est nettement inférieur par rapport au taux que nous avons au niveau des banques. Ça se situe au-dessous de 4,5%. Donc je vous conseille de faire un tour à la banque des trésors à Bzeta. D'accord. Très souvent, ça s'installe naturellement. Hein. On a vu avec les réseaux de téléphonie, quand un réseau a annoncé donc, un coût moins pour les transferts, les dépôts, les retraits. Bon, les autres ont suivi. Voilà, c'est la concurrence. Quoi. C'est la concurrence. Comme quoi, bon, les femmes n'aiment pas qu'on parle de la concurrence c'est réel, c'est la matrimoniale, réalité, mais quand il y a la concurrence, il faut dire aussi que on est bien traité. On est bien traité. Ah oui. Voilà. Et donc, surtout que, comme je l'ai dit, c'est le lieu de remercier le leadership donc, du président Ibrahim Traoré, parce que c'est à travers les mécanismes de financement conventionnels, souvent qu'on arrive à contraindre, à mettre certains pays sous dictat. Mais donc, si on a un mécanisme endogène, un mécanisme, n'est-ce pas, national de financement, je pense que cela peut amoindrir, n'est-ce pas, les différents chocs là. Voilà. Ah, super, pour l'ouverture alors. Alors, aujourd'hui, c'est le 5 août, donc 2024, une date importante aussi pour le Burkina Faso. Voilà.
c'est notre indépendance, comme on dit, même si c'est une indépendance formelle, parce que la véritable indépendance, elle est en construction permanente. C'est une construction permanente, mais cela n'empêche que c'est une date symbolique pour le Burkina Faso. Oui. Donc il faut se remémorer, marquer une halte pour voir qu'est-ce qu'on a pu réellement accomplir en termes, n'est-ce pas, de bien-être pour les populations. Mais si on fait le constat, on se rend compte que beaucoup n'a pas été fait, parce que quand on parle de minimum vital pour un pays, c'est ce que nous appelons communément les services sociaux de base, c'est-à-dire la santé, l'éducation, les infrastructures routières, etc. Or, près de 100 ans après, nous avons toujours des difficultés dans ce domaine-là. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience donc, de cette affaire-là, de l'indépendance. Et moi, je pense que la dynamique actuelle qui est enclenchée va, si nous restons sur la même trajectoire, va naturellement nous conduire à une véritable indépendance. Indépendance, autonomie ne signifie pas qu'on doit s'enfermer, qu'on doit être dans une sorte de vase clos et ne pas être ouvert vers les autres nations, parce que nous sommes dans un monde où il y a ce que nous appelons l'interdépendance entre les nations. Oui. Chaque pays a besoin de l'autre. Mais il faut, dans nos rapports avec l'extérieur, avec les autres pays, mettre en avant nos intérêts supérieurs. Et c'est ce que toutes les nations conscientes font. Donc le Burkina aussi, dans une grande mesure, dans la confédération de l'AES, c'est l'optique et c'est la vision que nous devrons avoir. C'est-à-dire aller au-delà de cette indépendance formelle-là pour créer les véritables conditions d'une véritable indépendance qui va nous amener à pouvoir avoir en tout cas un regard auto-centré sur notre développement, quitte maintenant à nous ouvrir vers l'extérieur pour les autres apports. Comme je l'ai dit, aucune nation, aucun pays ne peut s'autosuffire lui seul, à elle seule. On a besoin de l'apport des autres. Mais cet apport-là doit venir effectivement en appui avec ce qui est déjà fait au niveau national, au niveau local. Donc, bonne fête à tous les Burkinabés. Merci beaucoup. Happy Independence Day à tous les Burkinabés. You want to speak English so we can start? Small. No problem. So, thank you. Merci. And good day to all Burkinabés. Thank you very much. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. On poursuit avec l'émission d'aujourd'hui. Juste après, on parle donc de la Révolution, parce que hier aussi, c'était une date importante. Avec notre invité, on va parler de la Révolution. Mais on marque une petite pause et on la retrouve juste. Nous recevons ce matin une pionnière, donc sous la Révolution de Thomas Sankara. On va dire que c'est une collaboratrice de Thomas Sankara. Elle a été haut-commissaire dans le Kouroutenga pendant la Révolution. Elle a été conseillère culturelle au niveau de l'ambassade de Burkina à Paris, en France. Elle a occupé aussi des fonctions depuis le lycée jusqu'à l'université. Récemment, bien sûr, ancienne députée à l'Assemblée nationale. On discute aujourd'hui avec Madame Germaine Pitroapa, née Nassouri, donc ancienne députée et surtout collaboratrice de Thomas Sankara sous la Révolution. Bonjour, Madame Pitroapa. Bonjour et merci. Et surtout, je me dis que je suis flattée, en tout cas honorée de participer à cette émission, parce que, bon, d'abord c'est le jour le 5 août. Le 5 août fut l'indépendance politique de la Haute-Volta qui allait devenir le Burkina Faso. Et je pense que c'est un jour qui devrait être marqué, certes, mais nous n'oublions pas le 4 août, où nous avons, en tout cas, avec Thomas Sankara et les autres camarades, essayé d'impulser un développement endogène pour ce pays et traduire en acte ce que nous devons au peuple burkinabé qui, avec ses sacrifices, nous a permis d'être instruits, d'être ce que nous étions. Et c'est pour cela que nous avons en tout cas tenté pendant 4 ans de rendre au peuple burkinabé
ce qu'il nous a donné. Oui, on va revenir sur tout ça en détail, mais restons sur le 5 août, donc date anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Quel est le message que vous voulez passer au Burkinabé aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de la fête de l'indépendance du Burkina? Je voulais tout simplement que le peuple burkinabé se souvienne qu'il y a de cela justement 60 et quelques années, que le Burkina, nous en tout cas, dans ma génération, nous on défilait le 14 juillet. Le 14 juillet qui correspondait à la fête française. Oui, et donc à partir du 5 août, nous défilions le 5 août. Nous devons être fiers d'avoir acquis cette indépendance politique et que c'est le sacrifice des uns et des autres. Parce que ne pas le marquer, c'est nier les luttes multiples que les autres leaders, les autres hommes politiques et femmes politiques ont menées pour aboutir au 5 août 1960. Et pour parler ou faire le lien avec l'actualité, aujourd'hui on a aussi un jeune dirigeant que beaucoup comparent d'ailleurs à Thomas Sankara, qui parle aujourd'hui d'indépendance, de souveraineté. En tout cas, ce sont ces mots qui reviennent. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie? Les dirigeants actuels sont sur la bonne voie pour une vraie indépendance? En ce qui me concerne, je pense que oui, ils sont sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie pour la simple et unique raison que le Burkina, depuis 60, en dehors des 4 années de la révolution, nous pensons que pas grand-chose. Le développement devrait prendre en compte nos réalités à nous. Qu'est-ce que c'est que le développement? Le développement, ce n'est pas la construction de la tour Eiffel. Pour ce qui est du Burkina Faso, en tout cas, ce n'est pas la construction de centrales, je ne sais pas quoi. Le développement, ça devrait servir au peuple burkinabé. Si on dit qu'il y a un développement, quand le peuple burkinabé a le minimum vital, c'est-à-dire une école, un centre de santé, un hôpital, etc. Parce que c'est ça, le développement en dehors du peuple burkinabé n'a pas de sens. Et c'est ce que nous avons tenté, en tout cas pendant 4 années, d'imprimer pour le peuple burkinabé. Et les autorités, à l'heure actuelle, effectivement, comme nous l'avons fait, en tout cas, nous leur avons passé le flambeau le 15 octobre dernier. Nous avons passé le flambeau parce que nous considérons que ce qui n'a pas été fait malheureusement, ce qui n'a pas été fait pendant la révolution reste à faire. Et ce que je constate, c'est que le président Ibrahim Traoré a dit que lui, il n'y a rien à inventer et la route est déjà tracée. Donc, ce qui me satisfait, moi. Et je pense que, il a cette vision qu'avait Thomas Sankara pour le peuple burkinabé. Vous l'avez dit en introduction, aujourd'hui c'est le 5 août, mais il ne faut surtout pas oublier aussi la date du 4 août, donc qui est une date historique aussi pour le Burkina Faso. Qu'est-ce que ça vous rappelle hier, par exemple la journée d'hier, quels sont les événements qui défilaient? Ça me rappelait mes 20 ans. Ah oui. Parce que ma jeunesse, mon adolescence a été en tout cas mise au service de justement l'aboutissement du 4 août. Nous avons considéré que, en tout cas, notre génération a inscrit dans la page historique du Burkina une page glorieuse. J'avais le sentiment que nous ne sommes pas sacrifiés pour rien et que le peuple burkinabé ne s'est pas sacrifié pour nous gratuitement et que nous avons en tout cas essayé d'imprimer une marche qui permettait au peuple burkinabé de prendre en main son propre destin. C'est-à-dire qu'il fallait travailler pour le peuple et associer le peuple à son propre développement. Et repartons en arrière, le 4 août 1983. Oui. Vous étiez où et comment vous avez vécu la journée? La journée pour moi était beaucoup plus calme que ceux qui étaient sur le terrain. C'est ça. La journée pour moi j'attendais, après le CSP 1, j'attendais un saut qualitatif. Et mes camarades, Valère Sommet, Guissou Basile et autres Dondassé,
d'organisation, de structure, me rassurait qu'il ne faut pas être découragé parce qu'à l'époque, moi j'étais en France et je pense que le travail qui avait été fait, que nous avions en tout cas entamé en tant qu'étudiants et en tant qu'organisation politique, l'ULC était prête à en tout cas apporter sa contribution avec l'alliance avec les militaires et d'autres organisations comme la LIPAD PAI, que nous allions en tout cas aboutir à un saut qualitatif pour le peuple burkinabé et que la gifle que nous avions reçue le 17 mai n'allait pas rester impunie. Et lorsque vous avez, le capitaine Thomas Sankara a donc déclenché la marche de la révolution, ensuite en octobre c'était le discours d'orientation politique. Tout à fait. Et avec, quel est le sentiment ou les valeurs de la révolution que vous aviez? La révolution, c'était l'intégrité et surtout la dignité que nous devons restaurer au peuple burkinabé. La révolution, c'était ça, c'est-à-dire le saut qualitatif qui va permettre au peuple burkinabé de prendre en main son destin, de construire lui-même son développement. Et c'est pour ça que nous étions enthousiastes. Et depuis l'école, on ne dit pas l'école secondaire, depuis le lycée, nous avons rêvé, en tout cas notre génération, nous avons rêvé qu'un jour le Burkina, en tout cas la Haute-Volta d'antan et le Burkina après, allait être un havre de paix, un havre de développement où le peuple burkinabé se sentirait fier. C'est-à-dire, ce sentiment, c'est pas que le peuple voltaïque n'était pas fier, c'était un peuple fier, c'était un peuple travailleur. Et c'est pour ça que, bon, accessoirement, on appelait Terre des Hommes. Mais je pense que nous avons voulu que cette terre-là soit la leur et non pas une terre où ils existent et non pas vivent. Nous avons dit qu'il faut que le peuple burkinabé, nous avons estimé qu'il faut que le peuple burkinabé vive et non pas existe. Parce que, bon, entre l'indépendance jusqu'en 1983, on avait l'impression, c'est même pas une impression, c'était un fait, que tout se passait en dehors du souci de permettre au peuple voltaïque et burkinabé ensuite de vivre de construire son avenir de ses propres mains. Et c'est pour ça que nous avions institué le PPD, le Programme populaire de développement, qui consistait en quoi? Doter chaque village des structures minimum, un dispensaire, une école, un marché, un hôpital, etc., pour que le peuple burkinabé puisse vivre sans les maladies, pas dans l'ignorance, parce que chaque village avait droit à une école. Tous les enfants ont le droit d'aller à l'école. Simplement. C'était la vision. C'était la vision que nous avions et nous pensons que nous avons en tout cas tenté pendant 4 années d'incarner cette vision-là à travers le président Thomas Sankara et le CNR, bien sûr. Et vous avez occupé surtout aussi des hautes fonctions. Oui. Vous avez été haut-commissaire. J'ai été haut-commissaire. Bon, souvent on dit la première haut-commissaire de la Révolution. Non, la première haut-commissaire du Kouritenga. Parce que le Kouritenga, Koupela, n'était pas une province au moment où moi j'ai pris la direction de nous avions créé 25 provinces et c'est en élargissant à 30 provinces que je me suis retrouvé comme étant la première justement haut-commissaire du Kouritenga. Et comment vous devenez haut-commissaire justement? Je deviens haut-commissaire par le fait qu'il fallait que chacun de nous apporte ce qu'il avait de mieux pour incarner la révolution dans les provinces. Et bon, lors d'une rencontre en juillet, et bien sûr, et c'était pas la seule, bon, les uns disaient c'est lors de cette rencontre que la décision d'être haut-commissaire avait été prise par le président Thomas Sankara. Bon, j'avoue que, bon, en tout cas, contrairement à certains, moi j'ai été consulté et le président m'a dit, bon, on a besoin de vous pour que vous apportez ce que vous avez au profond de vous-même.
pour le peuple burkinabé. Et que c'est le moment de construire ensemble avec eux ce que nous avons rêvé tout en étant étudiants, en étant élèves, etc., jusqu'à l'aboutissement du 4 août. Donc, bon, ce n'est pas un hasard si j'étais devenu, en tout cas, haut commissaire du Kouri-Tenga. Et pas que haut commissaire, mais pour revenir à l'administration, comment était l'administration à l'époque où, par exemple, vous étiez haut commissaire? L'administration, bon, elle était ce qu'elle était, mais nous, en tant que haut commissaire, on était chargé de traduire dans les faits le discours d'orientation, les orientations que le CNR voulait imprimer à cette révolution. Nous étions les représentants du CNR dans les provinces et nous devons appliquer. Et pendant la révolution, pour Thomas Sankara, il n'y avait pas, c'est pas les discours qui allaient mobiliser le peuple burkinabé. Et c'était les actes que nous allons poser. Et c'est pour ça qu'il nous avait assigné une année pour réaliser le programme populaire de développement. Et nous étions justement en contact avec la population qui devrait nous aider, nous apporter ce qu'il a en lui-même pour que nous puissions réaliser ces petites infrastructures qui allaient permettre aux uns et aux autres d'être quand même dans une situation pas misérable. Nous avons voulu sortir le peuple burkinabé de sa léthargie, de sa situation d'existence à la situation de vie. Et après cette fonction, vous avez occupé aussi, vous avez été conseillère culturelle. Voilà, parce que bon, ce que les uns et les autres ne savaient pas, c'est que quand j'étais au commissaire, ma famille était restée en France. Parce que tout simplement, mon mari, comme disait quelqu'un, mon mari qui est un moussi alors que moi je suis gourmaché, bon, contrairement à ce que les gens croient, quand on dit Pitropa, on pense que, mais je suis une gourmaché, et mon mari avait pris la responsabilité, nous avons pris ensemble la responsabilité que les enfants continuent leur scolarité en France pour que justement, parce que moi j'étais fonctionnaire de la Haute-Volta, mais mon mari n'était pas un fonctionnaire de la Haute-Volta. Et il n'avait pas pu intégrer l'administration voltaïque et burkinabé à l'époque, pas par défi ni par quoi que ce soit. La Haute-Volta n'a pas pu l'intégrer, n'a pas voulu l'intégrer parce que, disent-ils, il était, par rapport à la grille salariale, il était au-dessus, hautement au-dessus, parce que c'est un informaticien. Donc à l'époque au Sénatrin, on considérait que bon, pour l'embaucher, il faut une grille salariale qui dépasse le budget de la Haute-Volta à l'époque. Et c'était au temps de Sanfo, qui était ministre du Plan, ministre de l'économie à l'époque, et qui n'ont pas voulu. Donc finalement, la famille reste en France. La famille reste en France et moi je suis au Kouri-Tenga et je travaille pour que justement la révolution s'implante dans cette province. Et c'est pour ça, au bout de 3 ans, le président Thomas Sankara donc, a estimé que je pense que j'avais en tout cas apporté la preuve de ce que nous pouvions faire pour ce peuple-là et que bon, je pouvais donc prendre la responsabilité de conseiller culturel à l'ambassade du Burkina à Paris. Et naturellement, vous rejoignez votre famille. famille. Rejoins, évidemment, bien sûr, je rejoins mes enfants et mon mari, mes filles qui sont au nombre de 4 et qui à l'époque, bon, pour nous, étaient des enfants comme les autres. Nous n'avons pas le droit, comme disait Thomas. C'est nous qui avons fait la révolution, mais pas nos enfants n'ont pas fait la révolution. On ne va pas leur imposer notre vision révolutionnaire. Nous allons les éduquer, les accompagner dans leur éducation pour qu'ils aient une vision révolutionnaire. Mais nous ne pouvons pas leur imposer notre vie spartiate, comme il disait, parce que ce sont nos enfants. Non, nous devons permettre à ces enfants d'avoir un développement harmonieux, papa, maman à côté. Et donc, il fallait que je retourne à Paris. Et c'est ce qui a été fait. Et vous y retournez, et c'est depuis là-bas, depuis là-bas que malheureusement, bon, je revenais pratiquement chaque année pendant les vacances, et malheureusement, je suis revenu effectivement au Burkina
mon dernier séjour, c'était en septembre 1987, et où bon, j'ai eu un entretien avec le président Thomas parce que bon, j'étais informé des remous et des dissensions qu'il y avait au sein du CNR. Et bon, quand je suis arrivé, ma première préoccupation, c'était d'aller le voir et lui dire que, en tout cas, nous pensons que ce qui se passe autour du CNR n'est pas de nature, en tout cas, à permettre au Burkina, à la révolution de continuer. Bon, donc, le dernier entretien que j'ai eu avec Thomas, c'était le 19 septembre 1987, où je lui ai dit, et il m'a dit, non, il faut retourner, tout va aller bien. Malgré les dissensions, nous allons surmonter ces dissensions-là, parce que c'est normal si nous avons le même objectif. Et bon, comme j'ai dit à plusieurs reprises, je faisais partie de ceux qui poussaient au crime. En colère, je lui demande, mais pourquoi justement la révolution doit être entravée par Blaise, son demi-frère, son compagnon, son camarade, et nous considérons que bon, ce n'est pas normal qu'il ne fasse rien. Et il me dit, mais non, on se bat, c'est un débat d'idées, ce n'est pas un débat. En tous les cas, je ne me salirai jamais les mains avec le sang de qui que ce soit, encore moins le sang d'un ami. Oui. Et l'ami, c'était Blaise Compaoré. Bon, en ce qui me concerne, depuis le CSP1, j'avais déjà donné mon point de vue par rapport au comportement de Blaise Compaoré. Et chaque fois, Thomas nous disait, en tout cas en ce qui nous concerne, Valère et moi, Basile, Thomas nous disait, on n'est pas révolutionnaire, on le devient. Tout le monde n'a pas eu la chance d'être dans votre situation d'étudiant et de participer à la naissance ou à la création, à la vie de la FEANF. Donc, faites-moi confiance. Je pense que les choses vont aller en s'améliorant. Nous lui avons fait confiance, malheureusement. Pour nous, parce que, bon, il nous disait, vous savez, c'est un ami à qui je pense que nous devons tous ensemble avoir initié ce pour lequel nous avons fait alliance. C'est-à-dire pour nous, l'alliance entre les militaires et les civils était indispensable pour que ce pays-là puisse faire le bon qualitatif que nous espérions. Et il nous rassurait à chaque fois que nous posions le problème du comportement et de la façon de vivre de Blaise Compaoré. À chaque fois, il nous disait, c'est une question de temps. Il faut lui donner. C'est comme si il allait arriver. Voilà, pour lui, le recadrer. Et à mettre, en tout cas, mettre dans. C'est-à-dire d'avoir les mêmes convictions que lui. Il allait arriver petit à petit. Il dit, c'est pas. Parce qu'au sein de l'OMR, il dit, mon rôle, c'est justement d'amener autour de moi des gens qui vont contribuer par leur prise de conscience à ce que justement le processus révolutionnaire continue. Et à chaque fois que nous posions le problème du comportement, parce que moi personnellement je lui disais Blaise n'est pas un révolutionnaire. Et chaque fois il me répondait on ne naît pas révolutionnaire, on devient révolutionnaire. Et bon, malheureusement l'histoire nous... Oui. Ça veut dire que c'est le 19 septembre 1997 que vous avez l'échange avec lui. Après, vous repartez sur Paris. Oui. Bah, puisqu'il me rassure, il me dit non, tes inquiétudes, c'est normal que tu aies ces inquiétudes-là, mais sois confiant, parce que la révolution, c'est victoire. Donc, fais confiance et retourne à Paris et travaille, ouvre l'œil, mais le bon. Et travaille à ce que, parce que je me plaignais du fait que Blaise était sorti en tant que ministre de la Justice pour aller en Afrique du Sud et je n'ai pas compris, justement, ma colère c'était dû à ça. Je n'ai pas compris pourquoi il a fait le tour des capitales européennes. Et l'explication que tout le monde me dit, mais tu sais très bien, nous n'avons pas assez de revenus. Quand nous sortons, nous profitons faire beaucoup de choses. Et pourquoi toi tu n'es pas allé le voir pour aller discuter? Je dis, ben non, il est sorti en tant que ministre de la Justice, n'ayant pas de problème de justice, je ne vois pas en quoi je devais aller le voir à son état. Il dit, mais justement, les autres sont y allés, peut-être que tu allais échanger. J'ai dit, bon,
vous connaissez ma position par rapport au camarade Blaise Compaoré, et il n'était pas question, pour ce que je savais, des contradictions qui allaient finalement naître au fur et à mesure que la révolution voulait s'approfondir. Je savais que, en tout cas, moi, mon choix était clair, à savoir que ce que Blaise, parce que la dernière réunion du CNR, c'était Blaise disait il fallait mettre fin au CDR. Et là, vraiment, pour nous, en tout cas membres de l'ULCR, nous avions compris que plus le temps passait, moins Blaise était capable de suivre justement la rigueur de la révolution dans son comportement. Mais bon, le président Thomas nous rassurait à chaque fois en disant nous allons y arriver, il faut le débat d'idées, il faut que nous allions à convaincre tous ceux qui sont autour de nous que la révolution c'est le seul chemin. Puis arrive la fameuse date du 15 octobre 1987. Arrive là, malheureusement, bon, un mois après, à peine, puisque je l'ai quitté le 19 septembre, arrive malheureusement le 15 octobre. Vous l'apprenez comment? Je l'apprends compte tenu du décalage horaire, je l'apprends en quittant l'ambassade pour rentrer chez moi. Et au cours de, comme j'étais en voiture, quand je rentrais sous les ponts, j'écoutais RFI et les autres radios, surtout RFI à l'époque. Et dans un flash, on dit coup d'État au Burkina. Bon, pour moi, coup d'État au Burkina, automatiquement pour moi, c'est que Thomas et moi. Parce que personne ne pouvait faire soi-disant un coup d'État tant que Thomas était vivant. Et sortir le proclamer, c'était difficile. Bon, chemin faisant, je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé mon mari qui, lui, bien sûr, était rentré parce qu'il avait déjà justement écouté les flashs d'informations de radio qui disaient qu'il y avait un coup d'État, Thomas avait été arrêté. Et quand je suis arrivé, bon, évidemment, je lui ai dit, ils n'ont pas pu arrêter. Quelqu'un qui arrête Thomas Sankara ne peut pas sortir dire, quelle que soit la personne qui a fait le coup d'État, personne. Thomas n'est pas un homme qu'on emprisonne et sortir dire qu'on a fait un coup d'État contre Thomas. Et de toutes les façons, ça ne peut être qu'un coup d'État contre la révolution. Et c'est, bon, avec le temps, c'est ce qui s'est passé. Parce que, bon, dans leur lâcheté légendaire, ils n'ont pas voulu assumer tout de suite. Blaise n'a pas fait et c'était des slogans vraiment ce qui était le plus douloureux avant même d'avoir que moi je sois convaincu. De toute façon, dès le départ, j'ai dit s'ils n'ont pas tué Thomas, personne ne peut emprisonner Thomas et sortir dire qu'il a fait la révolution. Donc c'était les injures très mal vécues, ces injures vis-à-vis de Thomas Sankara, vis-à-vis de la révolution. Et vraiment, c'est bon. Après la mort de mon père, c'était le jour le plus triste que j'ai vécu dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à concevoir que, bon, 40 ans après, Thomas n'est plus. Mais bon, avec le procès, petit à petit, j'essaye de surmonter ce deuil-là qui vraiment est indélébile à nous, en tout cas en ce qui me concerne. C'est un deuil indélébile qui ne pourra pas s'effacer. Mais je pense qu'avec le procès, j'ai pu réaliser qu'enfin, Thomas était mort. Et on va dire que juste après justement l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, donc à l'époque, vous n'avez pas... Vous ne vous êtes pas aligné avec ceux qui ont pris le pouvoir. Lors des interviews, vous n'arrêtez pas aussi de dire ce que vous pensiez. Certainement pas. Et ça vous a valu quand même le poste de conseiller. Oui, non, mais bon, le poste, c'est pas... On m'occupe pour un temps, c'était pas un poste à vie. Moi, j'étais là-bas pour servir la révolution, pas pour servir la contre-révolution. Parce que pour moi, le 15 octobre était une contre-révolution. Contrairement au langage qu'ils avaient en disant oui, c'est pour approfondir la révolution. Nous savions, moi personnellement, je savais que Blaise ne peut pas continuer la révolution, il n'en était pas capable.
de continuer la révolution, parce que la rigueur de la révolution qui l'a amené à ce lâche assassinat. Et donc c'était difficile pour moi de dire que je m'alignais. Je ne sais même pas, ça n'a pas de sens. C'était pas possible que moi j'accepte que la mort de Thomas devait servir à la continuation de la révolution. Ce n'était pas possible. Donc bon, le poste de conseiller à l'ambassade, ce n'est qu'un poste. Ce n'était pas mon aspiration principale, c'est d'avoir le poste. Non. Et je considérais que quelqu'un a assassiné le leader de la révolution, il a assassiné en même temps la révolution. Et vous avez dit vos vérités. Vous n'avez pas pu revenir aussi au Burkina. Je ne pouvais plus. Enfin, c'était difficile pour moi parce que bon, il fallait un passeport pour. N'étant plus diplomate, j'avais plus droit au passeport diplomatique. Bien sûr, il fallait le passeport ordinaire que le régime en place a refusé de me donner. Donc jusqu'en 2014, où j'ai pu avoir justement ce passeport diplomatique. Bon, n'empêche que, bon, contrairement à ce que les gens croient, j'arrivais à aller à voir mes parents parce que justement, grâce à nos relations d'étudiantine, quand on était à la FEANF, l'ambassadeur du Niger en France me permettait d'avoir un laissez-passer. Donc je transitais par le Niger pour pouvoir, par la route, ensuite rentrer voir mes parents. Mais malheureusement, bon, cela ne pouvait pas se faire chaque année, ni encore moins tous les 2 ans comme je le faisais auparavant, jusqu'à la mort de ma maman, et bien sûr, malheureusement, à laquelle je n'ai pas pu assister, parce que justement, je ne pouvais plus avoir ce fameux laissez-passer qui permettait que je rentre pour la mort de maman. Et dans des interviews, vous avez dit que vous devez beaucoup à l'insurrection populaire. Parce que c'est grâce à je n'arrête pas de le répéter. S'il n'y avait pas eu les 30-31 octobre, peut-être que bon, nous allions mourir en soupirant. Parce que grâce à l'insurrection, j'ai pu rentrer officiellement au Burkina Faso sans être obligé d'utiliser justement ce subterfuge d'un laissez-passer que un camarade de la FEANF, tout en étant nigérien, bon, pour les uns qui ne savent pas, moi je suis né entre la Haute-Volta et je suis né à Dosso, des parents qui rentraient du Niger après la reconstruction de la Haute-Volta, mais parce que mes parents étaient installés au Niger, et donc c'est sur la route que je suis né, et c'est un village, c'est une ville d'Osso, pour ceux qui connaissent le Niger, savent que ce sont des villes frontières avec la Haute-Volta, et mes parents étaient sur le point de rentrer quand je suis né. Et donc, je suis né à Dosso. Et ce n'est pas un hasard si, justement, l'ambassadeur arrivait par camaraderie et a me donné un laissez-passer. Parce que pour lui, le Burkina, le Niger, c'est la même chose. C'était la Haute-Volta à l'époque. Votre histoire, c'est vraiment une histoire intéressante. Ensuite, quand vous êtes rentré en 2014, vous êtes allé à l'UNIRPS, vous avez été député par la suite en 2022. Oui, tout à fait. C'est vraiment, comme je dis, je ne sais pas, je dois beaucoup au nom Sankara. Parce que Thomas Sankara m'a nommé haut commissaire, etc., conseiller à l'ambassade. Et Maître Benewende Sankara me permet d'être député à l'Assemblée nationale, parce que c'est après son désistement, puisqu'il avait été nommé ministre, que moi, comme j'étais sa première suppléante, j'ai pu accéder à la députation en 1900. Malheureusement, bon, ce que je regrette, ce n'est pas tant le poste de député. Ce que je regrette, c'est que c'était une démocratie en construction. Et la démocratie, que ce soit la révolution, c'est un truc permanent, c'est un truc d'apprentissage. Et vraiment, ce que j'ai appris du fonctionnement de l'Assemblée m'a donné l'impression que finalement, nous ne nous sommes pas battus, toute notre génération, nous ne nous sommes pas battus pour rien. C'est vrai que bon, la démocratie telle qu'elle était engagée, c'est un processus, on ne pouvait pas
du jour au lendemain. Et ceux qui nous le reprochaient, la France a mis 200 ans pour construire sa démocratie. Les États-Unis, pareil. Donc nous étions en un processus démocratique qui était appelé, avec toutes ces insuffisances, qui était appelé à évoluer. Mais je pense que, bon, malheureusement, le MPCR 1 n'était pas celui qui devrait mettre fin à cette démocratie naissante. Et j'ai été encore une fois peiné de savoir que bon, celui qui arrivait au MPCR 1 voulait finalement nous faire reculer, alors que l'insurrection nous avait donné un élan, en tout cas de construction de ce pays-là. Merci beaucoup. Voilà. Notre temps est déjà terminé. Ah, dommage. C'est intéressant d'échanger avec vous. Oui. Et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je dis à vous que je dois dire merci parce que bon, plus le temps passe, moins on nous écoute. Et heureusement que bon, le 30 septembre est arrivé et que, en tout cas, ça m'a repermis d'espérer encore de ce pays-là et à travers sa jeunesse. Et parce que, bon, comme on dit, le président Ibrahim Traoré, à qui nous avons remis le flambeau, nous lui avons fait confiance pour qu'il continue ce qui s'était arrêté le 15 octobre 1987. On espère bien. Merci beaucoup. Je rappelle que Madame Germaine Pitroapane Nassouri est donc ancienne députée. Nous la recevions sur ce plateau surtout en tant qu'ancien haut-commissaire sous la Révolution et également conseillère culturelle à l'ambassade du Burkina en France sous la Révolution, pionnière sous la Révolution tout simplement et collaboratrice de feu Thomas Sankara. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Savane FM et merci à vous de m'avoir invité. On marque une petite pause et on revient. Et pour la suite de cette émission, nous parlons d'un livre du coach Issa Démé. Je rappelle qu'il est coach quantique, donc il est là sur ce plateau pour nous parler du livre intitulé « Se connecter à la fréquence de la richesse, la spiritualité de la richesse ». C'est le tome 1. Bonjour coach Démé. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors dernièrement, on a parlé donc d'une conférence qui allait se passer ce mois. Oui. Mais ça a été reporté. Non, la conférence passée a eu lieu. Ah, ça C'est qu'il y a une autre conférence qui est en cours. Ok. Voilà, la conférence passée était dans le mois de juillet. Voilà. Et ça, la prochaine, c'est pour le 24. C'est pour le 24. Ok. Voilà. Mais découvrons d'abord votre nouveau livre intitulé donc Se connecter à la fréquence de la richesse. Alors, coach, de quoi parle ce livre? Ce livre parle de la richesse. La richesse. La richesse. Comme on dit, se connecter à la fréquence de la richesse. Ce livre vient en fait aider. Comme d'habitude, en fait, les gens à se connecter. Comme on dit que la fréquence, en fait, la richesse a une fréquence. Et pour pouvoir atteindre la richesse, il faut se connecter forcément à la fréquence de la richesse. Okay. Maintenant, comment le faire? Nous avons donné la réponse au fait dans ce livre-là. Donc, c'est un livre essentiellement qui est orienté sur la question de l'argent. J'aime dire aux gens que dans ce livre-là, j'aborde la conception matérialiste de la richesse, principalement l'argent. C'est pourquoi vous allez voir que dans le premier chapitre, on parle de l'homme et l'argent. Qu'est-ce que l'homme et l'argent? Ça veut dire quoi? On ne peut pas avoir quelque chose dont on ne comprend pas ce que c'est. Et les études ont démontré que 95% des gens ne cherchent pas à savoir ce que c'est que l'argent. Okay. Donc c'est pourquoi nous avons d'abord parlé de l'argent. Et vous allez voir que l'homme entretient 5 rapports avec l'argent. D'abord, c'est le rapport de soit il est dilapidateur, soit il est rêveur, soit il est pauvre, soit il est avare, ou encore le dernier rapport, c'est la richesse. Ouais, soit il est riche. Soit il est riche. Donc, mais quand on parle de avare, quand on parle de rêveur, il faut le connaître. Ça, ce sont des rapports que nous entretenons de façon psychologique, c'est-à-dire inconsciente avec l'argent. Donc, d'abord, il faut savoir quel est le rapport que vous entretenez avec l'argent avant de pouvoir chercher la richesse. Dans le deuxième chapitre, j'aborde essentiellement le point de se connecter à la fréquence de la richesse. Parce qu'on s'est dit que la richesse a des codes. Voilà, tout a un code. Okay. Tant que vous n'avez pas le code, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Donc, j'aborde au fait les différents codes en 7 points. Je donne 7 codes. À une personne qui se dit qu'elle est riche, si elle respecte au fait ces 7 codes-là, c'est qu'il a la richesse. Maintenant, s'il ne respecte pas ces 7 codes, c'est qu'il n'a pas la richesse. Donc, là, c'est un élément assez important. Maintenant, je profite aussi
là-bas inviter aussi. Vous voyez qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont travaillé pendant 10 ans, qui ont travaillé pendant 20 ans et qui ont pris tout leur argent pour investir, en fait, pour aider les membres de la famille, pour les aider à s'en sortir, à quitter la pauvreté. Malheureusement, ce qu'on constate est que ces derniers-là, malgré qu'ils investissent leur argent, malgré le fait qu'ils essayent de pousser les frères et les sœurs à quitter la pauvreté, on se rend compte que les gens toujours restent dans cette pauvreté-là. Maintenant, quels sont les gens qu'il faut aider? Si vous voulez accompagner des gens en fait, à atteindre la richesse, il faut aider les gens qui au fait, respectent ces normes-là. Voilà. Si vous voyez des gens qui ont en fait, ces caractéristiques, voilà, et qui n'ont pas au fait, l'argent, vous pouvez les aider au fait, à atteindre la richesse. Donc, dans le troisième chapitre, j'aborde au fait la gestion optimale. Voilà, la gestion optimale des ressources financières. Et là, c'est assez important. Je rappelle que vous êtes économiste. Oui, banquier. Économiste financier de formation. Voilà. Et là, c'est purement de la finance parce que j'aborde les 3 éléments fondamentaux. Voilà, de la gestion de la finance personnelle. Voilà. Donc, quand on parle de... Ici, moi, je suis banquier de formation, mais j'ai un master en banque finance et la reproche qu'on fait, c'est qu'en banque finance, nous avons été formés à la finance d'entreprise, à calculer les taux, les ratios. Ça, on sait bien le faire, mais quand il s'agit de gérer nous-mêmes nos propres ressources, on ne peut pas le faire, puisque la finance d'entreprise est différente de la finance personnelle. Voilà. Donc, pour pouvoir apprendre la finance personnelle, il faut aller à l'école de la vie, aller à côté des gens qui ont beaucoup échoué, qui ont pris beaucoup de prêts, ça n'a pas marché, qui ont été sous les découvertes, et ils vont venir te dire, mon petit, ici, là, on fait ça, on ne fait pas ça. Il n'y a vraiment pas, au fait, de cours spécifiques sur la question de la finance personnelle. Et à travers, au fait, nous aussi, les lectures que nous avons fait, les échecs aussi que nous avons eu en matière de la gestion, et la comparaison qu'on a eu à faire lorsqu'on est allé en banque, voilà, on allait voir comment les gens gèrent leur argent. Moi, j'étais au service crédit, c'est la chance que j'ai eue. En étant au service crédit, tout passe sous vos yeux. Il faisait le traitement des dossiers. Donc, à un certain moment, on s'est rendu compte qu'attention, malgré que les gens ont des salaires assez élevés, ils ont du mal au fait à gérer leur argent. Quel est le problème? Et on s'est rendu compte que dans les écoles, on enseigne ce qu'on appelle la finance d'entreprise, mais on n'enseigne pas la finance personnelle. Et là, j'aborde au fait les questions de la finance personnelle et je donne les 3 éléments fondamentaux pour la finance personnelle. Et enfin, le 4e chapitre maintenant, c'est essentiellement les actions vers un accomplissement financier. Donc, s'il faut aider il faut amener les gens à comprendre ce que c'est que l'argent. Il faut donner les caractéristiques au fait des gens qui doivent avoir l'argent. S'il faut aussi les aider à gérer leur argent, mais il faut les aider aussi à avoir de l'argent. Et là, je prends des exemples concrets. Ce n'est pas des théories. Ça, c'est vraiment des exemples concrets. J'ai un exemple par exemple que je prends. Je dis, on peut, de 500 francs qu'une personne économise chaque année, en moins de 3 ans, tu peux être au fait millionnaire. Voilà. Donc, 500, ça dit, je dis, des gens qui veulent être millionnaires n'ont pas besoin de déployer beaucoup d'argent. Et là, quand vous prenez, j'explique pas à pas, avec les 500 francs, qu'est-ce que tu dois faire. Et en 2 ans, tu as au moins près de 3 600 000 dans ton compte. Et ça te permet, il y a des fonctionnaires qui vont travailler jusqu'à la retraite sans pouvoir payer un véhicule. Avec 3 600 000, vous pouvez payer un véhicule. Voilà. Mais avec 500 francs, par jour. En 2 ans, vous pouvez payer. Voilà. Et ça, c'est dans ce livre-là. C'est souvent des calculs qu'on ne fait pas. Voilà. Et que les gens ne font pas. Mais peut-être qu'ils n'ont même pas les astuces. Voilà. Et ça, je donne ça à l'intérieur. Mais il y a d'autres astuces encore que je donne à l'intérieur. Mais c'est vraiment, c'est pas théorique. Ce livre-là n'est pas vraiment théorique. Parce que mon objectif ici, c'est que toute personne qui lit ce livre, et je l'ai dit à l'intérieur, je suis sûr et certain que si tu finis de lire ce livre-là, tu vas atteindre la richesse. D'accord. Alors, coach, moi je vois un peu ce qu'on peut appeler bonus, quelques phrases de programmation quantique pour la prospérité financière. Pourquoi vous l'avez ajouté avec ces phrases? Parce que je vais lire quand même 2 phrases. Ok, allez-y. Parce que je vois, je suis prospère, je réussis bien, je suis intelligent et doué, j'obtiens de meilleurs résultats, j'ai réussi, je réussirai, il faut que je réussisse, tout est réuni pour que je réussisse. Oui. Ça c'est la première phrase. Donc mes ventes augmentent tous les jours, j'ai de nouveaux clients, je persévère et je vais de l'avant. Ouais. Pourquoi ces phrases? Parce qu'il y en a assez. Il y en a assez, il y a d'autres phrases. Il y a d'autres phrases sur la recherche, il dit, voilà, je voyage. Comme voilà, beaucoup, il y a assez quand même de phrases à l'intérieur. Pourquoi vous avez ajouté ces phrases à l'intérieur? Puisqu'il y a 2 types de pauvreté. À la pauvreté mentale et à la pauvreté matérielle et financière. Voilà. Il y a des gens qui sont atteints par les 2.
Ils sont atteints par la pauvreté mentale et la pauvreté financière et matérielle. Maintenant, ceux qui sont atteints par la pauvreté matérielle, la lecture simple de ce livre-là va les aider. Parce qu'ils n'ont pas la pauvreté la pauvreté mentale, ils ne sont pas atteints par la pauvreté mentale. Donc, ils ont besoin d'astuces, ils ont besoin d'accompagnement, de méthodes pour pouvoir fructifier leur argent. Mais ceux qui sont atteints par la pauvreté mentale, il faut une reprogrammation. C'est-à-dire que c'est le mental qu'il faut travailler. Et l'une des manières pour pouvoir reprogrammer le mental, c'est la programmation neurolinguistique qu'on appelle la PNL. La programmation neurolinguistique consiste à faire quoi? C'est de répéter des phrases positives, de telle sorte que la voix intérieure soit dominée par la voix extérieure et il vous amène au fait à avoir les résultats que vous voulez. C'est pourquoi j'ai mis au fait ces phrases à l'intérieur. Et dans l'introduction, je parle de la pauvreté mentale et de la pauvreté. Donc ceux qui sont atteints par la pauvreté au fait mentale et qui vont peut-être lire ces livres-là, ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Si ces gens de personnes prennent ces phases de programmation et ils répètent tous les jours, matin et soir, pendant 21 jours, alors ils désinstallent le programme de la pauvreté qui était en eux et ils réinstallent maintenant un programme de la richesse. Donc c'est un livre carrément complet où il y a vraiment tout à l'intérieur. Alors coach, vous êtes là parce qu'il y a la dédicace, avant que le temps ne nous fasse défaut. La dédicace de ce livre-là, ça va se passer quand et où? Ça va se passer essentiellement le 24 de ce mois, le 24 août 2024. Ça sera à Samy Hotel. Voilà, donc ça sera... L'hôtel c'est à Ouaga? C'est à Ouaga, sur, je dirais quoi, c'est au centre-ville. C'est carrément au centre-ville. Donc, l'achat du livre vous donne droit à la dédicace et la dédicace est accompagnée d'une conférence. La conférence porte sur le thème l'éducation financière option quantique. Voilà. Maintenant, la conférence elle n'est pas payante, elle est juste conditionnée par l'obtention du livre. C'est-à-dire le ticket c'est le livre. Toute personne qui possède le livre participe à la conférence gratuitement. Au niveau de la conférence, on va exposer d'autres choses également en lien avec la richesse, le lien entre la richesse et la spiritualité, le lien entre la richesse et la métaphysique. Voilà, pour leur permettre aussi, pour que ce soit par la pauvreté mentale ou la pauvreté financière que tu as, ou toute personne qui veut avoir l'argent conservé et faire fructifier, on les invite. Mais déjà, la lecture de ce livre est bien, mais souvent il y a des notions qu'il faut expliquer. Et ils vont avoir la chance ce jour-là de voir l'auteur en face d'eux qui va leur expliquer. Vu que c'est la dédicace en même temps. Voilà, la dédicace en même temps. Vous pouvez poser les questions et après, bien sûr, on passe à la conférence. On passe à la conférence. Maintenant, le prix du livre, parce que si c'est lui le ticket d'entrée, il est à combien? Il est à 22 000. 22 000. Voilà, pour le moment. Il est à 22 000 pour le moment. Voilà, donc tous ceux qui ont le livre actuellement, voilà, ça fait 22 000 francs. Et c'est disponible uniquement à notre niveau parce que voilà, le stock même qu'on avait imprimé, c'était fini. On vient d'avoir un nouveau stock. D'accord. Voilà, donc tous ceux qui veulent le livre, c'est de nous contacter. Et au 54 96 09 92. Rappelez le contact. 54 96 09 92. Voilà, donc il y a des livreurs qui sont là, ils vont se déplacer et puis vous apporter le livre. Et si vous venez le jour où la dédicace avec le livre, vous avez droit à la conférence. Voilà, la dédicace est gratuite, mais la conférence est conditionnée par l'obtention du livre. D'accord, bien sûr. Merci beaucoup, coach. Merci à vous. Le temps est terminé, donc on se retrouvera une autre fois pour encore parler donc, de ce livre, Se connecter à la fréquence de la richesse, la spiritualité de la richesse, tome 1, donc by coach Issa Démé. On va s'arrêter ici pour l'entretien. On s'arrête ici également pour Bonjour le Faso. C'est le premier numéro de cette semaine. Portez-vous bien, excellente semaine. Allez, à demain.